Bonjour, moi c'est Alex Vien, je suis l'auteur du roman Les Pénitences, puis je suis ici dans le cadre de l'initiative Lire en cœur présentée par l'Association des libraires du Québec pour vous présenter mes prescriptions littéraires en virtuel. Euh, je voulais vous présenter une sélection de livres fascinants qui brassent des affaires puis qui vont comme gratter la fourchette dans nos inconforts. Puis si mes suggestions vous inspirent, je vous invite à encourager le commerce local, à visiter votre librairie de quartier ou à passer par le site leslibraires.ca pour vous les procurer. Alors on commence avec deux livres en fait qui, selon moi, sont indissociables. C'est Chienne et Armer la rage de Marie-Pierre Lafontaine. Euh, je sais pas dans quel ordre je conseillerais de le lire. Probablement Chienne en premier. Puis Armer la rage, c'est un complément essentiel, selon moi, à cette lecture-là. Ce que fait Marie-Pierre Lafontaine dans Armer la rage, c'est vraiment détailler sa technique d'écriture. Elle fait des parallèles avec la boxe. Elle explique comment chaque phrase dans Chienne particulièrement, qui a été un exercice de style, mais aussi un exercice d'autofiction vraiment coup de poing, elle explique comment, à travers la littérature, on peut riposter à nos agresseurs, puis on peut apprendre aussi, on peut s'inspirer de cette technique d'écriture qu'elle a pour arrêter d'être dans la passivité, arrêter de porter sur nous l'agression qu'on a vécue et au contraire apprendre à riposter, puis apprendre à nos agresseurs à avoir peur aussi de ce qu'on pourrait faire en retour. Donc, c'est deux livres. Celui-là, c'est une autofiction vraiment courte, vraiment coup de poing. Le deuxième, c'est un essai qui détaille notamment sa technique d'écriture là-dedans. Donc, pour moi, c'est des classiques de la littérature québécoise moderne. C'est vraiment des choses à lire. Armée la rage est sorti cette année. Selon moi, n'a pas reçu assez d'attention. Donc, j'en parle à toutes les occasions possibles. Donc, c'est ça. J'ai beaucoup de respect pour Marie-Pierre Lafontaine, puis je vous recommande vivement de les lire. Ça change une vie complètement. Le second, sa réputation n'est pas à refaire. Le second, le troisième. Sa réputation n'est pas à refaire, c'est Là où je me terre de Caroline Dawson, une autofiction sur la venue de sa famille au Québec, à Montréal, après avoir fui la dictature au Chili. C'est un document essentiel. C'est comme c'est ce qu'il fallait qu'on lise depuis tellement longtemps sur l'expérience des personnes migrantes, surtout comme dans l'expérience des personnes migrantes au Québec, là où comme la question de l'identité est comme tellement importante puis divisée. Je trouve que ce qu'a fait Caroline dans ce livre-là, c'est vraiment mettre le doigt sur l'inconfort des enfants de personnes migrantes, puis surtout comme la dichotomie entre euh, respecter son passé, honorer ses racines, honorer son passé familial, puis après ça, essayer de s'adapter, puis de vivre une vie un petit peu plus facile ou comme de se soumettre au... comment je pourrais dire? Euh, on parle beaucoup comme d'intégration des personnes immigrantes au Québec, puis c'est comme un sujet qui est tellement mal traité ou que tout le monde a son opinion là-dessus, sauf finalement, ou tout le monde a une voix par rapport à ça, sauf les personnes migrantes. Et je trouve que Caroline met vraiment le doigt sur cette expérience-là compliquée de l'héritage familial et de l'héritage aussi de l'intégration au Québec. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Un parallèle que je ferais aussi avec Chienne de Marie-Pierre Lafontaine, c'est que dans Chienne et dans Là où je me terre, il y a comme la question de est-ce que les souvenirs qu'on a inventés ou la fiction peut parfois mieux représenter la réalité que la réalité pouvait le faire elle-même. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment inspirée parce que je les ai lus tous les deux, Chienne et Là où je me terre, après l'écriture de mon roman. Puis c'est vraiment une question que je me posais à savoir, est-ce que la fiction peut porter ça? Est-ce que la fiction peut mieux représenter la réalité, puis la condenser, l'intensifier, puis la transmettre d'une manière plus efficace? Fait que
Dans les deux cas, je trouvais que ces livres-là traitent de plein d'autres choses super intéressantes, mais ces deux livres-là parlent justement de la question de les souvenirs qu'on a inventés ou l'utilisation de la fiction, est-ce qu'il est mieux pour parler de la réalité finalement. Le prochain livre, je l'ai emprunté, je l'avais lu parce que je l'avais emprunté à quelqu'un, donc je l'ai pas avec moi physiquement, mais j'ai ma petite note ici, c'est Matricide de Catherine Raymond. C'est une autofiction complètement saisissante sur Catherine elle-même, qui a perdu sa mère, qui s'est suicidée, et qui, à travers ce deuil-là, elle-même doit dealer avec les répercussions psychologiques de ce que sa mère a laissé comme héritage. Puis c'est vraiment, vraiment spécial parce que justement, Catherine Raymond était psychiatre, puis après ça, après avoir vécu cette expérience-là de la psychiatrie dans une position d'autorité, après ça, le vit elle-même en tant que patiente. Et c'est vraiment intéressant comment ce livre-là permet de parler de nos parents, puis permet de parler de leurs défauts, puis de cet héritage-là compliqué. C'est vraiment une lecture qui m'a marquée, puis qui, encore une fois, parle comme de nos inconforts, puis pointe nos inconforts de manière assez bold, là. C'est vraiment coup de poing. Je le recommande vraiment. Excellent. Le prochain, un petit peu plus soft. Il y a comme un thème un peu dark là, dans mes recommandations de lecture, mais que voulez-vous? Je suis un ancien enfant emo. Euh, le prochain, c'est Pratique d'incendie de Kiev Renaud. J'ai une relation privilégiée avec Kiev Renaud parce que c'est ma directrice littéraire, c'est elle qui a travaillé sur les pénitences. Pratique d'incendie, c'est un tout petit livre, puis qui est vraiment fascinant. C'est ça, c'est un mot qui revient souvent. J'essaie de trouver comme la ligne directrice entre ces lectures-là, puis c'est juste des livres qui se lisent tout seuls. C'est des livres qui sont poignants, trillants, puis qui le sont comme de plein de manières différentes. C'est ça. Je vois Pratique d'incendie vraiment comme c'est comme la voix de notre enfant de 12 ans intérieur, puis ça met le doigt sur toutes ces spécificités-là de la préadolescence, du changement entre le personnage principal, une jeune fille qui essaie de cultiver les meilleurs bleus ou les meilleures blessures pour se rendre intéressante, qui est même jalouse d'une de ses collègues de classe qui a le cancer parce que elle a de l'attention, puis elle aurait donc voulu devenir son amie avant qu'elle ait le cancer. C'est vraiment tordu, puis en même temps, c'était ça, être préadolescent, c'était chercher l'attention ou comme essayer de trouver on est unique comment, est-ce qu'on est... puis comment toutes ces barèmes-là de notre spécificité sont vraiment influencés par les films qu'on a écoutés ou tu sais, les personnages qui ont perdu leurs parents ou ils ont comme une cicatrice distinctive, puis plein d'affaires comme ça. Donc, c'est vraiment un livre intéressant puis qui explore tous ces feelings-là pas propres de la préadolescence. J'ai trouvé ça tellement beau, puis c'est comme... C'est pas une écriture naïve, c'est vraiment une écriture créative, puis qui nous remet vraiment dans le feeling d'avoir été préado, cet âge hyper ingrat. Donc, Kev Renaud, excellente autrice et directrice littéraire. Le prochain, c'est l'apparition du chevreuil. Puis là, j'avoue qu'il y a un petit peu... c'est un petit peu... en tout cas, j'ai encore des liens privilégiés avec l'autrice parce que Élise Turcotte m'a enseigné au cégep quand j'étais en création littéraire. C'est une personne que j'aime beaucoup. C'est une personne qui a beaucoup influencé mon parcours d'écriture. Puis quand j'ai lu L'apparition du chevreuil, oh, ça là, la prémisse déjà là, me donnait des frissons. C'est une autrice qui se retire dans le bois, qui va dans un chalet pour écrire. Puis elle est supposée être toute seule. Il y a un chalet à côté, mais il est pas supposé avoir personne. Il est supposé être inhabité ou inhabitable. Puis elle sent observer. Puis à un moment donné, il y a une lumière dans le chalet d'à côté. Oh! Si, c'est stressant! Donc, c'est ça. Dans ce livre-là,
moi, j'adorais déjà la prémisse. Il y a comme de quoi, une ambiance surnaturelle, mais finalement, c'est tout du plausible. Puis c'est encore plus stressant quand ça peut se passer pour vrai. C'est pas des affaires de fantômes. Bon, il y a peut-être une dimension, les fantômes du passé, là, mais dans ce livre-là, il y a vraiment un personnage masculin toxique. Puis je trouve que Élise le décortique très bien. Tous les impacts que ça a sur la famille, comment ça tient la famille en otage un personnage comme celui-là, qui est narcissique, dangereux. Clairement, on voit que moi aussi, c'est une de mes obsessions, ces personnages-là. Donc, c'est ça. C'est vraiment un livre intéressant sur les dynamiques familiales, l'aliénation parentale aussi. Donc, hyper thrillant. Ça se lit comme d'une shot. C'est fascinant, puis j'ai beaucoup aimé. Le prochain, je l'avais prêté, puis on sait tous et toutes que quand on prête un livre, on peut jamais le revoir. Il faut assumer quand on prête un livre qu'on le retrouvera jamais. C'est La mort de roi de ma très sweet Gabrielle Lisa Collard. C'est un livre publié au Cheval Doux, ma maison d'édition aussi. C'est un roman. Moi, j'ai dit souvent que comme La mort de roi a marché pour que les pénitences puissent courir. Là. J'essaie de traduire de l'anglais, là, mais c'est un roman sur une femme qui, son chien adoré meurt. Et à partir de ce point-là, tout ce qu'elle retenait en elle d'animosité envers les êtres humains et ou les hommes particulièrement est released. Puis elle se met à devenir une tueuse en série. J'adore ce roman-là, non seulement pour l'écriture de Gabrielle, qui est hyper charismatique, qui peut, tu sais, qui nous fait rire une seconde, puis qui nous donne envie de nous pitcher à terre, puis de brailler en position fétale, comme d'une phrase à l'autre, là. C'est incroyablement beau, puis intéressant, puis et toute cette idée-là comme des tueurs en série, c'est très, très masculin, puis comment Gabrielle parle de la violence au féminin, c'est super intéressant. Puis il y a comme de quoi avec un personnage féminin qui a comme pas beaucoup d'émotions, qui est comme un, tu sais, psychopathe, là, tu sais, dont on parle pas souvent. Puis je pense que Gabrielle le fait en dehors des clichés, que c'est pas une affaire de comme crime passionnel ou comme de femmes, de veuves noires ou des affaires comme ça. Gabrielle connaît les clichés, puis elle sait comment les détourner, mais elle sait aussi comment les utiliser. Puis d'autant plus que c'est super intéressant, c'est tellement rare dans la littérature qu'un personnage principal est fat, puis que c'est pas sa vie tourne pas autour de ça, c'est juste quelque chose qui a peut-être influencé les expériences dans sa vie, mais c'est pas, on prend pas ce personnage-là en pitié parce qu'elle est fat, on la voit pas, on devrait pas la voir différemment d'un autre personnage à cause de ça, puis je trouve que Gabrielle l'intègre super bien, puis Chris, ça en prend des personnages dans la littérature qui sont gros. Fait que c'est ça. Gabrielle, toute son œuvre et aussi son excellent livre Corps rebelle, qui parle de la grossophobie, que je recommande aussi évidemment. Donc, c'est ça. Gabrielle Lisa Collard, j'adore son livre et je pense sincèrement que c'est la manière dont elle a parlé de la violence au féminin a permis que mon livre soit mieux reçu parce que c'est encore un tabou. Prochain roman, À la maison de Myriam Vincent. Premièrement, la couverture m'intrigue tellement. J'adore le style. Ça fait un petit peu 80s. Je sais pas. Il y a quelque chose dans l'esthétique de cette couverture-là qui m'a vraiment comme marqué, là, puis qui m'a attiré beaucoup. Donc, À la maison de Myriam Vincent, c'est vraiment un thriller. Puis c'est super inhabituel. C'est comme ça utilise toutes les clichés des films d'horreur, la prémisse, une petite famille qui déménage dans une nouvelle maison, dans une région, après avoir habité à Montréal. Puis elle utilise là-dedans la maison comme une représentation de tout le poids de la charge mentale chez les femmes ou chez les mères particulièrement, puis comment ça transforme qui on est, puis comment on est vu, puis que c'est ça qui nourrit
les névroses ou comme les névroses qu'on nous accuse d'avoir, c'est ce poids-là de la responsabilité de la famille, de l'entretien de la maison, de créer un chez-soi. Puis elle utilise la maison dans ce cas-ci comme l'antagoniste. Puis c'est tellement intéressant, puis c'est tellement thrillant. Ça se lit tout seul. Puis c'est ça, c'est une ambiance fascinante, super intrigante. On sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est-tu une invention? Euh, C'est-tu surnaturel? Il y a comme tout ce mystère-là qui plane autour du livre. Puis Myriam écrit super bien. J'ai comme une affinité particulière pour ce livre-là parce qu'il est sorti la même date que mon livre à moi. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours senti qu'il y a aussi des thèmes, tu sais, qui sont communs entre nos deux livres. Le thème de la maison, le thème, tu sais, euh, l'intérieur, le chez-soi, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui m'obsède beaucoup et qui obsède clairement Myriam aussi. Donc, super bon livre. Un petit peu plus gros, mais c'était une excellente lecture de vacances. Moi, j'aime ça, un thriller pendant les vacances, là. Puis j'aime aussi qu'on s'approprie le genre du thriller, qu'on utilise ses clichés, mais qu'on essaie de le magnifier aussi, on s'en sert comme un dispositif pour raconter une histoire, puis qui se lit tout seul. Quoi de mieux, tu sais, pour résoudre comme une panne de lecture que d'avoir un livre qui nous permet pas de le refermer, tu sais. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Un autre livre qu'on peut pas poser une fois qu'on commence à le lire, c'est Mukbang de Fanny Demel. Ce livre-là m'a vraiment agrippée par sa capacité à nous tenir en haleine. C'est encore une fois comme un thriller nouveau genre. Puis moi, je suis une personne qui écoute beaucoup de vidéos ASMR. Ça fait au moins 8 ans là, que j'écoute ça chaque soir pour m'endormir, que j'écoute plein de choses bizarres, de gens qui mangent du miel pour faire des bruits de mastication, des gens qui ouvrent des paquets de cartes Pokémon en chuchotant. J'ai comme, en tout cas, j'ai ces petites obsessions-là. Mais dans Mukbang, Fanny Demeule met en scène une jeune femme qui elle essaie comme d'accéder, elle essaie comme de trouver sa place, mais au sein comme d'une communauté de YouTubers qui est constamment changeante ou qui se met comme au défi, puis comment toute c'est vraiment weird, là, comme tout l'univers des YouTubers, puis il y a de quoi de super creepy comme dans cette représentation-là, fake, tu sais. Puis moi, pour avoir écouté beaucoup de vidéos YouTube, puis pour en avoir fait moi aussi, je shout-out à ma défunte chaîne Grand-Mère Grunge, euh, je trouve ça super intéressant comment elle a utilisé cet univers-là pour créer une tension dramatique entre des personnages vont qui vont courir à leur péril, en tout cas, qui vont se nuire en essayant d'être les meilleurs ou en essayant de surpasser ce qui a été fait sur YouTube, puis de se challenger constamment. Euh, Vraiment, vraiment intéressant. La forme aussi est intéressante. C'est un livre dans lequel il y a des codes QR. C'est pas quelque chose que j'ai totalement comme embrace, là, mais je trouvais ça intéressant dans la forme, puis je me suis dit, tu sais, Fanny a essayé de quoi, puis ça devrait tout nous inspirer à repenser comment on voit le format du livre. Peut-être que la technologie peut nous permettre de le lire autrement. Donc c'est ça, Mukbang, c'est fascinant, ça se lit tout seul, c'est étonnant, il y a des twists tout le temps, puis un petit peu de surnaturel aussi, là, c'est ça qui nous garde accrochés. Le dernier livre que j'ai à présenter, c'est un livre fondateur là, pour moi. C'est un livre, j'essaie de le mentionner quand je peux. C'est pas une lecture récente ou quoi que ce soit, mais c'est un livre qui a vraiment changé ma vie. C'est L'Immaculée Conception de Gaétan Soucy. Euh, c'est pas le premier livre de Gaétan Soucy que j'ai lu. J'ai, of course, en fait, on l'avait étudié quand j'étudiais en littérature. C'était en 2011-2012. Puis j'avais lu, c'était quoi déjà? Son livre Au lézard amoureux, euh, avec le héron. Bon, là, j'ai un blanc là, que j'ai pas d'habitude, mais of course, parce qu'on enregistre ça, là, je m'en souviens plus. Euh,
L'angoisse du héron. Bon, c'est ça. L'angoisse du héron, c'est le premier que j'ai lu étrangement. Après ça, j'ai lu La petite fille qui aimait trop les allumettes, méga classique. Puis après, je pense que j'ai lu L'acquittement et L'Immaculée Conception. Puis L'Immaculée Conception, c'est son premier roman. C'est quand même un gros roman, c'est un roman hyper dense qui fait s'entremêler des histoires étranges. Ça se passe tout dans... la plupart du récit se passe dans Hochelaga, euh, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment pas commun comme ambiance pour un livre. Puis ce que Gaétan met en scène, c'est des personnages qui ont des vies hyper torturées, où des enfants sont soumis aux convictions euh, à, aux châtiments abusifs de leurs parents. Toute la religion fait vraiment partie du livre, mais d'une manière assez inattendue pour un livre qui s'appelle L'Immaculée Conception. C'est pas un titre qui a l'air sexy, mais dans le contexte du livre, ce titre-là est juste horrifiant. Puis c'est ça que je trouve super intéressant avec Gaétan Soucy, qui nous a quittés en 2013. Ça a comme été mon premier deuil littéraire, je pense. Ben non, en fait, quand j'étais jeune, j'avais comme un crush sur Oscar Wilde puis Émile Nelligan. Puis quand j'ai découvert qu'il était mort depuis longtemps, j'ai eu pas de la peine. Euh, donc c'est ça, je trouve que Gaétan, premièrement, c'est la prose magnifique de cet auteur-là qui nous tient au bout de notre chaise. Les images dans son écriture sont fabuleuses, viennent chercher quelque chose comme une espèce de conscience oubliée. Puis c'est vraiment intéressant comment il utilise un setup à Montréal avec des personnages qui sont pas sexy, puis il nous fait vraiment découvrir leur vie intérieure et toutes les horreurs qui sont tissées à travers leurs relations. C'est un livre honnêtement hyper troublant et à certains moments dégoûtant, mais jamais gratuit. On sent vraiment que Gaétan Soucy essaie de dévoiler quelque chose sur nous à chaque fois qu'il utilise ces dispositifs-là ou qu'il dévoile un peu plus du passé de ses personnages. Euh, je lisais une entrevue qu'il avait donnée justement à la sortie de ce livre-là il y a très très longtemps, puis je trouvais ça super intéressant comment il parlait du fait que il veut pas choquer, il veut pas utiliser les traumas pour attirer les gens. Il veut vraiment les utiliser ou pas les utiliser, mais il les met en scène vraiment pour dévoiler quelque chose de nous qu'on a peut-être oublié, qu'on a refoulé, ou ces inconforts-là qui nous habitent, puis tous les tabous aussi qui régissent nos vies. Donc, un livre hyper fascinant. C'est le livre, quand j'ai lu ça, après ça, je me suis dit, c'est comme ça que je veux écrire. Puis, j'ai l'impression que toute ma vie, je vais essayer de reproduire ce feeling-là après l'avoir lu, de sentir que mon écriture peut s'approcher de ça. Donc, ça a été un livre immensément important pour moi. Puis, c'est ça. Si La petite fille qui aimait trop les allumettes, c'est son grand classique, je trouve que celui-là, c'est le unsung hero. Puis il y a quelque chose de fascinant aussi dans le premier livre d'un grand auteur. Tous les thèmes sont touffus, tous les thèmes sont pitchés parce que, en tout cas, pour l'avoir vécu moi-même, on essaie de tout mettre dans un premier livre. Puis après ça, on passe peut-être tout le reste de notre vie à essayer de peaufiner les thèmes qu'on n'a jamais eu l'impression d'avoir abouti dans un premier livre, là. C'est ce que je vais essayer de faire sans doute. Mais Gaétan Soucy, dans ce premier livre-là, mais vraiment, toutes les pierres qui sont importantes à son œuvre sont là. C'est comme une grotte avec des pierres précieuses. Puis il faut comme on les déniche là, comme à chaque phrase, si on connaît le reste de ses livres, on reconnaît ces thèmes-là qui lui sont chers puis qui ont été peut-être affinés dans d'autres, mais qui sont à l'état brut ici, et c'est magnifique. Donc, ça, c'était mes suggestions littéraires pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré, que vous avez découvert quelque chose ou que ça a confirmé que vous deviez lire certains livres dont vous avez beaucoup entendu parler. Euh, N'hésitez pas à visiter votre librairie de quartier pour les trouver et pour peut-être trouver des belles recommandations inattendues aussi. Merci beaucoup. À la prochaine!